Vous savez déjà à quoi ils ressemblent. 4 frères en rang, chacun d'une tête plus grand que le précédent, des tenues noires identiques, des mines renfrognées identiques. Le plus petit, toujours le plus enragé. Ils s'évadent de prison, ils perdent face à un cow-boy qui dégaine plus vite que son ombre. Et à la dernière page, on les ramène droit dans leurs cellules. Pour des millions de gens à travers l'Europe et au-delà, ce sont les Dalton, drôles, inoffensifs, éternellement vaincus. Mais ces 4 frères n'ont jamais existé, et les hommes dont ils sont inspirés n'avaient rien de drôle. Les vrais Dalton formaient une grande famille de la frontière américaine. Certains d'entre eux étaient des hommes de loi. L'un d'eux était un héros. Et leur histoire ne se termine pas par une évasion comique. Elle se termine un seul matin, dans une ville du Kansas, dans une ruelle entre 2 banques, avec plusieurs d'entre eux gisant morts dans la poussière avant même que les cloches de l'église aient fini de sonner. Alors, qui étaient-ils vraiment? Et comment sont-ils devenus les hors-la-loi les plus aimés de l'histoire de la bande dessinée? Pour comprendre cela, il faut remonter à une ferme du Kansas, des décennies avant que quiconque n'ait jamais dessiné un personnage de dessin animé. Les Dalton n'étaient pas un gang avant d'être une famille. James Lewis Dalton et sa femme Adelaine élevèrent environ 15 enfants dans une série de fermes ingrates du Missouri et du Kansas, aux confins de ce qu'on appelait alors le territoire indien. C'était le pays juste après la guerre de sécession, une terre qui ne s'était jamais vraiment apaisée. La violence de la guerre avait imprégné le sol et y était restée, et la région était encore parcourue par des hors-la-loi, des trafiquants de whisky et des hommes qui n'avaient jamais appris à ranger leurs armes. Et voici un détail que les dessins animés n'auraient jamais pu inventer. Adelaine Dalton était une tante des Younger. Les Younger chevauchaient aux côtés de Frankie et Jesse James dans le gang James Younger, les hors-la-loi les plus notoires d'Amérique à l'époque. Les enfants Dalton ont donc grandi en étant les parents par le sang de légendes vivantes, entendant ces noms prononcés à leur propre table de cuisine. Cela compte, parce que l'ambition dans cette histoire n'est pas un hasard. Elle coule dans les veines de la famille. Cela dit, la plupart des enfants Dalton devinrent des gens ordinaires et respectueux des lois. Des fermiers, des épouses, des vies tranquilles. Le gang n'a jamais été toute la famille. C'était une poignée de frères parmi beaucoup d'autres, et le premier de ses frères à se faire un nom l'a fait en portant une étoile de shérif, pas en se cachant d'une. Il s'appelait Frank. Frank Dalton était l'aîné des frères qui compte dans cette histoire, et d'après tous les témoignages qui nous sont parvenus, il était le meilleur d'entre eux. En 1884, il fut nommé adjoint du maréchal fédéral des États-Unis, au service du tribunal fédéral de Fort Smith, dans l'Arkansas. Ce tribunal était dirigé par le juge Isaac Parker, que l'histoire retient sous le nom de juge pendeur, et les hommes qui chevauchaient pour lui accomplissaient l'un des travaux de police les plus dangereux du pays. Ils s'enfonçaient seuls dans le territoire indien pour arrêter des voleurs de chevaux, des meurtriers et des trafiquants de whisky qui vendaient de l'alcool de contrebande au-delà de la frontière. Frank était doué pour cela, stable, respecté, le genre d'homme dont les autres hommes de loi disaient du bien. Ses jeunes frères le regardaient avec admiration. Grat, en particulier, le vénérait. Puis, le 27 novembre 1887, Franqueux partit en patrouille avec un autre adjoint pour arrêter un groupe de trafiquants campés de l'autre côté de la rivière. Tandis qu'ils approchaient, les hommes ouvrirent le feu. Frank en tua 2 avant que son arme ne s'enraye, et dans cette pose, avec son arme inutile dans les mains, l'un des hors-la-loi survivants l'abattit. Son collègue adjoint, blessé, le laissa là où il était tombé. Frank Dalton fut enterré à Coffeyville, au Kansas. Vous vous souvenez de ce nom? La ville reviendra. C'est ici que l'histoire bascule, et elle bascule sur le deuil et sur l'argent. Après la mort de Frank, 2 de ses jeunes frères prirent sa relève. Grat et Bob Dalton épinglèrent la même étoile fédérale et commencèrent à chevaucher comme adjoints du maréchal depuis Fort Smith et Wichita. Ils engagèrent leur plus jeune frère, Emmett, pour garder les prisonniers et les accompagner dans les expéditions. Pendant un temps, les Dalton étaient du bon côté de la loi. 3 jeunes hommes suivant leurs frères, morts dans le métier de famille. Cela ne tint pas, et les raisons pour lesquelles cela ne tint pas sont plus troubles que ne le permettrait n'importe quel dessin animé. La version que la famille préférait
et la version qu'Emmett vendrait plus tard dans ses mémoires, c'est que les frères n'avaient tout simplement jamais été payés de ce qu'on leur devait. Ils faisaient un travail dangereux, dit l'histoire, et le gouvernement les avait escroqués de leur salaire, et un homme ne peut être volé par son propre camp qu'un certain nombre de fois avant de ne plus voir l'intérêt de l'honnêteté. Il y a probablement une part de vérité là-dedans. Les adjoints de la frontière étaient payés aux frais et au kilométrage, et l'argent arrivait souvent en retard, était contesté ou tout simplement disparu. Mais il y a une autre version, et elle est moins flatteuse. Bob et Grat furent aussi accusés de corruption alors qu'ils portaient l'étoile. Ils se mirent à travailler pour la nation Osage, aidant à organiser une force de police, puis furent poursuivis pour vol de chevaux. Bob, encore jeune adjoint, tua un homme à cause d'une femme, un rival pour les faveurs d'une fille qu'il courtisait. Alors que vous croyez que les frères furent poussés hors du droit chemin ou qu'ils choisirent simplement le plus facile, le résultat fut le même. www. En 1890, les Dalton ne pourchassaient plus les hors-la-loi. Ils étaient en train d'en devenir. Ils commencèrent par les chevaux. Le vol de bétail était discret, rentable, et familier à des hommes qui avaient passé des années à apprendre exactement comment la loi fonctionnait et où elle ne regardait pas. Quand le terrain devint trop brûlant dans le territoire indien, 3 des frères, Bob, Grat et Emmett, s'enfuirent vers l'ouest, en Californie, où un 4e frère, Bill, s'était bâti une vie respectable. Bill Dalton possédait un ranch, s'essayait à la politique locale du Parti démocrate et avait tout l'air d'un homme installé. Ses frères hors la loi se cachèrent sur ses terres, et c'est en Californie, en février 1891, que les Dalton tentèrent leur premier véritable braquage. Bob et Emmett essayèrent de braquer un train de la Southern Pacific près de la petite ville d'Alila. Cela tourna mal. Un chauffeur fut abattu, l'argent ne fut pas pris et les frères se dispersèrent. Grat fut arrêté en lien avec l'affaire et finalement condamné, bien qu'il se soit évadé avant que la peine ne puisse le retenir. Le premier braquage des Dalton fut, en termes clairs, un échec. Ils auraient dû lire cet échec comme un avertissement. Au lieu de cela, ils le lurent comme un commencement. De retour dans le territoire indien, les frères se réunirent et passèrent aux choses sérieuses. Entre le printemps de 1891 et l'été de 1892, le gang des Dalton dévalisa une série de trains à travers la région. Ils attaquèrent la ligne Santa Fe, la ligne Katy et d'autres, arrêtant les grandes locomotives à vapeur en pleine prairie, montant à bord et vidant le wagon postal et les passagers. Ils étaient devenus bons à cela. Ils savaient comment les compagnies ferroviaires protégeaient leur argent parce qu'ils avaient eux-mêmes été les hommes engagés pour le garder. Chaque braquage faisait grandir un peu plus la légende. Les journaux imprimaient leurs noms. Les expéditions les poursuivaient et les perdaient dans les grottes et les ravins près de Tulsa. Pour un jeune homme qui avait grandi en entendant parler des cousins Younger, c'était la vie que ces histoires avaient promise. Et c'est cela, plus que l'argent, qui semble avoir motivé Bob Dalton. Il ne voulait pas seulement être riche, il voulait qu'on se souvienne de lui. Il l'a dit lui-même. Il voulait faire quelque chose qu'aucun hors-la-loi n'avait jamais fait, quelque chose qui placerait le nom des Dalton au-dessus même du gang James. Il voulait, selon ses propres mots, surpasser tout ce que Jesse James avait jamais fait. L'idée sur laquelle il s'arrêta était simple à décrire et presque impossible à survivre. Il braquerait 2 banques en même temps, en plein jour, dans une seule ville, et pas n'importe quelle ville. Il choisit Coffeyville, au Kansas, la ville où les Dalton avaient vécu, la ville où leurs voisins connaissaient leur visage, la ville où leur frère Frank était enterré. Si vous attendiez le moment où cette histoire cesse d'être une aventure et commence à devenir une tragédie, c'est celui-ci. Avant de marcher avec eux dans cette ville, je voudrais vous dire une chose directement. Si vous appréciez cela, si vous aimez l'histoire racontée sans détour, sans mélodrame poussé jusqu'au cri, pensez à vous abonner. Cette chaîne existe pour trouver les vraies personnes sous les légendes, et il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir. Maintenant, Coffeyville. Le soir du 4 octobre 1892, 5 hommes établirent leur camp dans une ferme à quelques kilomètres de Coffeyville. 3 d'entre eux étaient des frères Dalton, Bob, Grat et le plus jeune Emmett, qui avait 21 ans.
Les deux autres étaient des hors-la-loi expérimentés du nom de Bill Power et Dick Broadwell. Ce matin-là, ils avaient un plan et un énorme problème. Le plan était de se séparer en deux équipes, d'entrer simultanément dans la banque C, M. Condonné and Compagnie, et dans la First National Bank, de tout prendre et de repartir à cheval avant que la ville ne puisse réagir. Le problème, c'est que c'était leur ville natale et que leur visage était connu. Pour y remédier, ils portaient des déguisements, de fausses barbes, de fausses moustaches, des vêtements neufs censés faire passer 5 hommes familiers pour des étrangers de passage. Le matin du 5 octobre, peu après 9 heures, ils entrèrent à cheval dans Coffeyville et trouvèrent les rues plus animées qu'ils ne l'avaient espéré. Ils attachèrent leurs chevaux dans une ruelle en face des banques et marchèrent vers elles en deux groupes, 3 devant, 2 derrière. Ils n'avaient fait que quelques pas quand les déguisements échouèrent. Un homme dans la rue nommé Alec McKenna regarda de près l'une des silhouettes qui passait et reconnut un Dalton sous la fausse barbe. Il ne cria pas à l'alarme. Il observa simplement, se déplaça et commença discrètement à faire passer le mot. En quelques minutes, la vérité circulait dans Coffeyville plus vite que les braqueurs. Les Daltons sont là. Les Daltons vont vers les banques. À l'intérieur des deux banques, le braquage lui-même se déroula presque comme prévu. Le gang prit les employés par surprise. Dans la banque Condon, l'un des caissiers, réfléchissant vite, raconta un mensonge à Grat Dalton. Il lui dit que le coffre était verrouillé par une minuterie et ne pourrait pas être ouvert avant plusieurs minutes encore. Ce n'était pas vrai, mais Grat le crut, et le gang attendit, et ces minutes perdues furent des minutes que la ville utilisait pour s'armer, parce que c'est ce que Coffeyville fit. C'était une ville de la frontière, pleine d'hommes qui possédaient des armes et savaient s'en servir. Le mot atteignit les quincailleries de la rue principale et les magasins distribuèrent tout simplement des fusils, des revolvers et des boîtes de munitions à quiconque était prêt à se battre. Quand les Daltons ressortirent des banques avec leurs sacs d'argent, la place et la ruelle n'étaient plus désertes. Elles étaient remplies de citoyens embusqués derrière des chariots, des encadrements de portes et des rebords de fenêtres qui attendaient. Les deux camps ouvrirent le feu presque en même temps, et ce qui suivit ne fut pas tant une fusillade qu'un massacre, et ce fut terminé en à peu près 12 minutes. Le gang tenta de se frayer un chemin par les armes jusqu'à la ruelle où les chevaux attendaient. Ils n'y parvinrent jamais vraiment. Le maréchal de la ville, Charles Connolly, fut tué en essayant de les arrêter. 3 autres habitants de Coffeyville furent abattus eux aussi. Des hommes ordinaires nommés Lucius Baldwin, George Cubin et Charles Brown, qui avaient pris des fusils ce matin-là et étaient venus défendre leur banque. Mais les citoyens continuaient d'affluer, et le feu croisé dans cet espace étroit était meurtrier. Bob Dalton, le chef, l'homme qui voulait qu'on se souvienne de lui plus que de Jay-Z James, fut abattu près de la ruelle. Grat Dalton, celui qui avait vénéré leur frère homme de loi Franke, mourut là aussi, non loin. Billy Power fut tué. Dick Broadwell réussit à atteindre son cheval et à chevaucher sur une courte distance hors de la ville avant de s'effondrer et de mourir. Des 5 hommes qui étaient entrés dans Coffeyville ce matin-là, 4 gisaient morts dans la rue, un seul respirait encore. Emmett, le plus jeune, avait en fait atteint son cheval, et puis, au lieu de fuir, il retourna sous les balles pour essayer de sauver son frère Bob, qui était déjà en train de mourir. Pour cela, il fut touché encore et encore. Selon certaines estimations, il reçut plus de 20 blessures. Une décharge de chevrotine dans le dos le fit finalement tomber. Il aurait dû mourir. La seule raison pour laquelle il ne mourut pas est d'un pragmatisme sinistre. Emmett était si visiblement, si complètement brisé que les habitants enragés ne prirent pas la peine de le lyncher sur place. Cela semblait inutile. Il fut emporté pour être soigné, plus par formalité que par pitié, et contre toute attente, il vécut. Voilà donc votre dénouement. Le grand plan de braquer 2 banques à la fois, le projet censé rendre le nom des Dalton immortels, tua 8 hommes en environ un quart d'heure et détruisit le gang complètement. Bob eut son souhait, d'une certaine façon. Les gens se souvinrent, juste pas pour la raison qu'ils voulaient. Mais cette histoire connaît une étrange seconde vie, et elle appartient aux 2 frères qui ne gisaient pas dans cette ruelle du Kansas. Le premier est Bill, le respectable,
le propriétaire de ranch et aspirant politicien de Californie. Bill Dalton n'avait pas participé au raid de Coffeyville, mais voir mourir ses frères ne le détourna pas de la vie de hors-la-loi. Cela semble l'y avoir enfoncé davantage. Il gravita dans l'orbite du gang Doulen, un autre équipage notoire du territoire, et se mit lui-même au braquage. Sa liberté ne dura pas longtemps. En 1894, moins de 2 ans après Coffeyville, Bill Dalton fut traqué et abattu par une expédition. Le dernier des frères hors-la-loi avait disparu, ce qui nous laisse Emmett. Et Emmett Dalton est la raison pour laquelle cette histoire ne se dissipe pas simplement avec la fumée des armes. Il fut jugé pour sa part dans le raid, plaida coupable de meurtre au second degré et fut condamné à la prison à vie au pénitencier du Kansas. Mais il était jeune, et il fut, de l'avis de tous, un prisonnier véritablement exemplaire. Il purgea un peu plus de 14 ans, et en 1907, le gouverneur du Kansas le gracia. Emmett Dalton sortit de prison en homme libre, seul survivant du raid de hors-la-loi le plus désastreux de l'histoire de l'Ouest. Ce qu'il fit ensuite est presque plus difficile à croire que le raid lui-même. Il s'installa à Los Angeles. Il se lança dans la construction et l'immobilier, et y réussit. Il se maria. Et puis, alors que l'industrie du cinéma grandissait autour de lui dans cette même ville, Emmett Dalton fit quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Il se mit à vendre son propre passé. Il écrivit des livres sur ses années de hors-la-loi, dont un intitulé « When de Dalton's Road ». Il travailla dans les débuts d'Hollywood, aidant à réaliser des films sur les crimes mêmes qui avaient failli le tuer, y apparaissant parfois lui-même. Le dernier homme sorti de la ruelle de Coffeyville passa ses vieux jours en auteur et figure mineure du cinéma, façonnant la manière dont sa propre légende serait racontée. Et il faut être honnête à ce sujet. La version d'Emmett n'est pas une version neutre. C'était un homme qui avait des livres à vendre et une réputation à adoucir. Dans son récit, les frères sont plus attachants, plus lésés et plus contraints au crime que ne le suggèrent les documents les plus sévères. Une partie de ce que nous croyons savoir sur les Dalton nous parvient filtré par un homme qui avait toutes les raisons de les rendre meilleurs qu'ils ne l'étaient. Emmett Dalton mourut en 1937 en Californie, un vieil homme loin du Kansas, le dernier lien vivant avec ce matin dans la ruelle. Alors, comment une famille comme celle-ci, réelle, violente, tragique, devient-elle 4 frères identiques de bande dessinée qui perdent face à un cow-boy souriant? Pour cela, il faut quitter entièrement la frontière américaine et traverser l'océan vers l'Europe, vers un artiste belge qui se faisait appeler Maurice. Maurice était le créateur de Lucky Luke, une bande dessinée de western sur un cow-boy solitaire, l'homme qui pouvait dégainer plus vite que son ombre. Lucky Luke parcourait une version de dessin animé du Far West, et Maurice adorait émailler ses histoires, de vrais lieux et de vrais noms. En 1951, dans un album intitulé « Hors la loi », Maurice introduisit le gang des Dalton dans la série, et fait crucial, il utilisa les vrais, Bob, Gratt, Bill et Emmett. Maurice les dessina comme nous nous souvenons désormais de tous les Dalton, 4 frères identiques en tout, sauf en taille, rangés du petit et dangereux Bob jusqu'au plus grand Emmett. Et Maurice n'adoucit pas leur destin. À la fin de cette histoire, ces Dalton meurent lors d'un raid sur une ville, un écho de la vraie Coffeyville, où les véritables Bob et Gratt étaient tombés. Dans la bande dessinée, comme dans la vie, l'histoire des Dalton se terminait dans la fusillade. Cela aurait dû être la fin, mais voici le retournement qui créa tout ce que vous reconnaissez aujourd'hui. Les lecteurs adorèrent les Dalton. Ces hors-la-loi sombres et condamnés étaient, il s'avéra, les personnages les plus populaires que Maurice ait jamais dessinés, et il les avait tués. Maurice le regretta, tout comme René Goscinny, le brillant scénariste qui rejoignit bientôt la série et qui allait plus tard co-créer Astérix. Goscinny avait aimé cette histoire originale des Dalton, et à eux deux, les 2 hommes trouvèrent un moyen de ramener les Dalton sans défaire l'histoire qu'ils venaient de raconter. Ils ne ressusciteraient pas les frères morts. À la place, dans l'album de 1958, Les Cousins Dalton, ils introduisirent un second quatuor de frères, non pas Bob, Gratt, Bill et Emmett, mais leurs cousins fictifs, Joe,
William, Jack et Averell. Ce sont les Dalton que le monde connaît vraiment, et ils sont délibérément une sorte d'inversion des vrais. Les vrais Dalton étaient compétents, ambitieux et mortels. Ces nouveaux cousins sont maladroits et malchanceux, éternellement en train de comploter et éternellement en train d'échouer. Ils sont toujours dessinés comme 4 frères identiques, rangés par taille, mais désormais le sens du classement est retourné en comédie. Le plus petit frère, Joe, est le plus méchant, un petit homme furieux qui nourrit une haine sans fin envers Lucky Luke. Le plus grand, Averell, est un géant doux, simplet, enfantin, dont l'ambition la plus profonde dans la vie est en général son prochain repas. Entre eux se tiennent William et Jack, les frères interchangeables du milieu dont le principal travail est de répéter encore et encore « Calme-toi, Joe ». Leurs histoires deviennent une formule, et une formule réconfortante. Les Dalton s'évadent de prison. Les Dalton élaborent un plan, souvent poussé par leur redoutable mère, Ma Dalton. Le plan échoue. Lucky Luke les rassemble un par un et les ramène en prison, puis repart vers le coucher de soleil. Le chien de la prison rentre en plan, trébuche derrière, encore moins compétent que les hors-la-loi. C'est chaleureux, c'est drôle et c'est infiniment renouvelable. C'est cette formule qui explique que, pour la plus grande partie du monde, le mot Dalton évoque un dessin animé, pas une pierre tombale, et c'est l'étrange distance que cette histoire nous demande d'accepter. Quelque part, à Coffeyville, au Kansas, il y a de vraies tombes. Bob et Grat Dalton reposent non loin de Frank, le frère qui portait l'étoile et qui mourut pour elle, le frère qu'il vénérait autrefois avant de jeter tout ce qu'il représentait. 4 citoyens moururent ce matin-là en défendant leur propre banque, des hommes ordinaires dont les noms Connolly, Baldwin, Cubbin et Brown sont bien moins célèbres que ceux des hommes qui les ont tués. Emmett passa 14 ans dans une cellule, puis une vie entière à transformer la ruine de sa famille en histoire qu'il pouvait vendre. Tout cela était réel. Tout cela est arrivé à des gens qui respiraient. Et à un monde de là, des décennies plus tard, 2 artistes européens prirent ce deuil et cette violence et, presque par accident, les transformèrent en quelque chose qui pouvait faire rire les enfants, non par cruauté, mais par affection. Ils aimaient tellement ces hors-la-loi condamnés qu'ils ne supportaient pas de les laisser morts. Alors, ils leur donnèrent des cousins maladroits et immortels qui ne pourraient jamais vraiment être blessés et ne pourraient jamais vraiment gagner. Il y a quelque chose d'honnête là-dedans, si on le regarde assez longtemps. Nous faisons cela constamment avec le Far West. Nous prenons des hommes qui étaient effrayés, cupides, endeuillés et ordinaires, et nous les polissons jusqu'à en faire des légendes, puis des blagues, jusqu'à ce que les arêtes vives aient disparu, et que tout ce qui reste soit la silhouette. 4 frères en rang, un cow-boy et son ombre, un chien qui ne retrouve pas le chemin de la maison. Les Dalton de dessins animés ne mourront jamais parce qu'ils n'ont jamais vraiment été vivants. Mais les hommes qui se trouvent en dessous d'eux, eux, l'étaient. Ils voulaient plus que l'argent qu'on se souvienne d'eux. Et à la fin, on s'en est souvenu, juste pas en tant qu'eux-mêmes. Ils vivent sous la forme d'une silhouette, d'un gag, d'un tendre souvenir d'enfance, tandis que le vrai deuil dans la vraie ruelle s'éloigne un peu plus du regard à chaque année qui passe. C'est peu être sa propre forme de fin pour un hors-la-loi, ni justice ni gloire, juste la distance et le lent et doux oubli qui transforment une tragédie en sourire. Si vous voulez vous attarder sur d'autres histoires comme celle-ci, les vraies personnes cachées derrière les légendes avec lesquelles nous avons grandi, c'est exactement la raison d'être de cette chaîne. La prochaine est déjà en chemin.